Bonjour à tous. J'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir David Gouache. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur adjoint et directeur de recherche au sein de Terre Innovia, un institut technique agricole spécialisé dans les protéagineux. Ce sont les graines légumineuses et les oléagineux, comme par exemple le colza, le soja ou encore le tournesol. Et vous êtes avec nous aujourd'hui pour apporter un éclairage pédagogique sur les nouvelles techniques génomiques. Alors, le Parlement européen a récemment voté en faveur d'un assouplissement de la réglementation de ces fameuses NGT. De quoi s'agit-il concrètement ? Alors les NGT, ça représente en réalité beaucoup de choses, mais celle dont on parle vraiment en ce moment, c'est ce qu'on appelle l'édition du génome, qui consiste en fait à changer quelques lettres dans le code génétique d'un organisme vivant. Donc comment ça marche ? En fait, ça s'appuie sur le principe de la réécriture de l'ADN, donc de notre code génétique à tous les êtres vivants, et de la réparation des erreurs qui se produisent lors de cette réécriture. Donc, ces erreurs, elles se produisent naturellement chez tous les organismes quand leurs cellules se multiplient, se reproduisent. C'est ce qui fait qu'on est tous un peu différents, en fait. Et tous les organismes vivants ont évolué différents mécanismes, différents outils qui leur permettent de réparer une partie de ces erreurs qui se produisent. Et en l'occurrence, l'édition des génomes s'appuie sur un certain nombre de ces mécanismes en les réutilisant, on va dire, à notre profit ou de manière dirigée, et en particulier l'outil dont on parle le plus, CRISPR-Cas9, donc qui a fait l'objet d'un prix Nobel récent. C'est un outil qui a été découvert et qui permet à des bactéries de réparer justement un certain nombre d'erreurs dans la copie de leur ADN. Voilà, donc c'est, si l'on veut, finalement, une technique inspirée par la nature. Et alors concrètement, pour qu'on ait une idée assez claire des usages, est-ce que vous avez des exemples, des cas d'usage de cette technique et surtout des bénéfices que cela apporte ? Ouais, donc il y a de nombreux bénéfices potentiels. Donc pour comprendre un peu comment ça marche, il faut, pour simplifier, se représenter que chaque cellule d'un organisme vivant, c'est comme une petite usine. Et en fait, l'ADN, c'est les plans de l'usine, mais de toute l'usine, des machines qui sont dans l'usine, mais aussi des portes, des serrures, des capteurs qui vont servir à faire la température, des caméras de sécurité, etc. D'accord. Et en fait, quand vous changez donc le code, vous changez légèrement les plans, et du coup, ensuite, ça change un petit peu la manière dont la cellule fonctionne. Donc, deux exemples de modifications qu'on peut faire dans cette usine. Il y a tout ce qui concerne les résistances. En fait, donc, les plantes, elles sont constamment soumises à des agressions de champignons, de bactéries, etc. Enfin, comme nous. Hein. Et en fait, leur mécanisme de défense s'appuie souvent sur des systèmes de capteurs, en fait. Et quand on va modifier un petit peu ces capteurs, c'est ça qui peut permettre de générer de la résistance. Donc, ces variations-là dans les capteurs, elles peuvent exister dans la nature, mais avec ces techniques-là, on va pouvoir beaucoup plus rapidement les déployer ou beaucoup plus puissamment les déployer. L'exemple qui est souvent utilisé et le plus connu, que je trouve parlant, c'est un exemple dans le blé. Alors pour le comprendre, il faut savoir que le blé, c'est issu de la combinaison de 3 plantes ancestralement, il y a des milliers d'années en fait. Et du coup, quand on se retrouve avec en fait 3 plants qui cohabitent, donc 3 copies de génome, on appelle ça. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'on peut avoir sur une copie, sur un des plants, une version du capteur qui aide à faire de la résistance, mais pas sur les 2 autres. Et il y a une équipe de recherche chinoise, il y a quelques années, qui a réussi, par édition du génome, à faire en sorte d'avoir la copie résistante sur les 3 plants. Et ils ont démontré que comme ça, ils arrivaient à accroître très significativement le niveau de résistance. Là où il faut se rendre compte de l'importance de cette découverte, c'est que s'il avait fallu attendre que ces variations se produisent naturellement, ça représente une plante qu'il aurait fallu trouver parmi toutes les plantes de blé qui sont semées sur la planète. Sur la planète. Donc c'est des
milliards et des milliards. Mais là, ils ont été capables, de manière dirigée, d'aller le faire, d'aller le chercher. Et ça, c'est vraiment très impactant pour beaucoup de cultures et pour une grande partie de l'agriculture, parce qu'en fait, il faut savoir qu'il y a plein d'espèces qui sont issues ancestralement de la combinaison de plusieurs plantes. C'est le cas du colza, sur lequel moi je travaille, mais aussi du café arabica, par exemple, qu'on boit tous. Et donc le fait de pouvoir comme ça s'occuper de plusieurs copies de génome d'une manière qui serait possible, mais très peu probable spontanément, c'est vraiment une avancée assez majeure. Un autre exemple de cas d'usage que j'aime bien, on reprend notre image de l'usine, cette fois-ci on regarde le produit de l'usine. Donc typiquement une graine d'oléagineux dont je m'occupe, une grosse partie de ce que ça produit, c'est de l'huile. Et en fait, suivant l'enchaînement des machines dans la cellule, vous allez produire différentes sortes d'huile. Donc, vous avez sûrement entendu parler d'oméga 3, d'oméga 6, d'acides gras saturés, insaturés, ou par exemple de certaines huiles qui sont utilisables pour la friture alors que d'autres ne le sont pas. Ça, c'est lié au type d'acides gras qui sont dans l'huile. Et très concrètement, en fait, quand on va avoir des mutations donc, sur les machines qui s'enchaînent dans l'usine, donc c'est ce qu'on appelle les enzymes, en fait, si on les modifie, ou voire si on les éteint, ce qu'on peut faire en changeant juste une ou deux lettres, et en fait, on va modifier donc, les types d'acides gras qu'on va faire et on va pouvoir tantôt faire une production qui va faire des huiles beaucoup plus adaptées à la friture, tantôt, par exemple, aussi viser à augmenter le taux d'acides gras bénéfiques, les insaturés, les oméga 3, les oméga 6, etc. Et ça, pour le coup, très concrètement, c'est des applications qui sont assez, je dirais, simples et connues de mise en œuvre et qui commencent déjà à arriver sur le marché outre-Atlantique notamment. Alors, outre-Atlantique, vous venez de le dire, est-ce que, on voit que le cadre réglementaire à l'échelle européenne évolue, est-ce que les NGT européens dans notre assiette, c'est pour demain? Alors, produit en Europe, ça va encore mettre un petit peu de temps parce que là, l'assouplissement du cadre réglementaire, ça commence tout juste. Il y a encore beaucoup de discussions au niveau européen pour voir dans quelles conditions on pourrait avoir le droit de cultiver cette typologie de culture. Dans la plupart des autres pays du monde, on considère que c'est comme des variétés de culture normales parce qu'en fait, elles peuvent arriver spontanément. C'est juste que là, on a accéléré le processus pour y arriver. Donc, dans les faits, il y a aujourd'hui déjà un certain nombre d'autorisations qui sont passées pour un certain nombre de cas, et notamment, typiquement, des sojas, donc avec des profils nutritionnels, soit d'acides gras, soit de protéines, différents. Et donc, fort logiquement, ces cultures-là, une fois qu'elles seront cultivées à plus large échelle, comme on les importe chez nous, on devrait les retrouver dans nos chaînes alimentaires. Pour ce qui est de les cultiver, ça va encore mettre un petit peu de temps parce qu'il va falloir que le cadre réglementaire se mette en place au niveau européen et c'est un peu plus lent qu'ailleurs. Et sur le plan technique, ce sont aussi des investissements, j'imagine, et donc rentables sur certaines variétés largement commercialisées, comme le soja, vous l'avez dit, le blé peut-être. Oui, c'est ça. C'est l'autre grand enjeu des discussions réglementaires, ça va être la relative simplicité ou complexité du cadre réglementaire. En fait, il faut savoir que l'autorisation de mise en marché d'une variété, si le cadre réglementaire qui se met en place rajoute des couches et des couches, ça veut dire que ça va rajouter des coûts. Donc ça veut dire que les investissements pour utiliser ces techniques ne seront rentables que sur des grosses espèces, donc maïs, soja si on regarde mondialement, même si c'est une petite culture en Europe, le blé. A contrario, et c'est ce qu'on peut espérer, en tout cas quand on est dans le monde agricole, c'est que ces technologies-là puissent être utilisées sur toute la diversité des espèces, parce que ça va permettre à toutes les espèces de progresser, plutôt que de concentrer les progrès toujours sur les mêmes espèces, alors qu'on a un besoin de diversification de nos cultures pour aller vers ce qu'on appelle l'agroécologie. Et donc c'est là où effectivement tout l'enjeu du cadre réglementaire, outre
est-ce qu'on va avoir le droit ou pas, ça va être à quelles conditions. Et ça va largement déterminer à quel point cet outil-là sera utilisable pour aller vers l'agriculture que tout le monde souhaite, qui est une agriculture globalement plus vertueuse sur le plan environnemental. C'est très clair. Merci beaucoup David Gouache. Merci.